Bonjour tout le monde et re-bienvenue au rendez-nous, Comment ça va? le rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans ce superbe podcast. Alors on a plein de sujets, des sujets un peu atypiques parce que je vais vous parler par exemple d'Hippopotame Oh, de Pablo Escobar. ouh, Je suis ça a l'air tombé trop sur bien. ça a l'air marrant. Trop flippant les hippos. Ok. Ensuite, on va reparler d'une série de tweets que j'ai décidé de lancer. Je vais avoir ton avis dessus et en plus ça permet de parler de plein de sujets qu'il y a S'il te dedans. plaît, c'est x.com. C'est bien ce site-là dont tu parles. De tweets que j'ai décidé de lancer du coup. Aïe, aïe, aïe. Et on reviendra sur une infographie qui nous montre comment les députés d'opposition votent sur les textes de loi du gouvernement pour bien essayer de se rendre compte quel groupe est vraiment en fait l'opposition et quel groupe se fait passer pour une opposition mais en fait est totalement main dans la main avec le gouvernement. Ça peut être très intéressant aussi ça. Ok, ok. Ça et bien plus, mais avant tout, jingle. Moi, avant tout, je veux te J'ai remercier oublié. officiellement. Ah, t'as oublié? Attends, j'ai oublié. On va aussi parler des bus Ok. qui vont être privatisés. Oh non! Ok, ok, vas-y, on en parlera. Mais avant tout, j'ai envie officiellement, sur le podcast, Vas-y. de te remercier pour Ah, ton cadeau incroyable que un tu es très très venu beau moment de m'offrir. stream. Les gens, il est venu, il a fait le déplacement avec une chaise, il a traversé toute l'île de France avec une chaise démontée, en partie sur son dos, en partie dans un sac, juste pour me faire une surprise, venir au milieu d'un stream, me monter la chaise chez moi et me l'offrir pour Noël. Et je peux dire que je suis 15% plus productif depuis que j'ai la chaise. Eh, c'est pas une petite chaise en plus, hein. Regardez, C'est une regardez. vraie Si, chaise, si quoi. vous êtes sur la vidéo, là, vous la voyez. Ou Et du pas. coup, j'avais une question à te poser à propos de cette chaise. Ouais. Quel a été le plus beau cadeau? La chaise ou le moment de stream que ça a Franchement, créé? franchement, les deux. Hein. En fait, je te dirai ça une fois que j'aurai posté le segment en voyant combien de vues elle fait. Et là, je pourrais te répondre. Ouais, parce que t'as encore ce problème d'être complètement matrixé par les chiffres que Ça te y est. donne YouTube sur tes vidéos. Ça y est, ça y est. Non, mais Moi, mon cerveau est complètement détruit par le truc influenceur, vue, cloud, etc. C'est fini, hein. Mais bon. on se lance direct sur les hippopotames parce que je sais que le concept d'hippopotame de Pablo Escobar, ça peut vous intéresser, ça peut vous intriguer. C'est quoi ce délire? Moi, je sais Je juste que suis tombé sur une les vidéo hippopotames de. font Alors, hyper est-ce que peur. je t'avais déjà parlé du vidéaste Johnny Harris? Je trouve qu'il fait de Ouais. très bonnes vidéos. Ouais, il Et est je suis tombé super. sur un de ses shorts, en fait, Ok. où il nous parle du concept du fait qu'il y a un énorme problème actuellement en Colombie. Ils euthanasient des hippopotames. Oh, Ils, pourquoi? ils ont essayé de les. Ils ont essayé de les empêcher de se reproduire, c'est hyper dur. Ok. Il y en a des milliers. Il y en a Une plus de. infestation, quoi. Il y a une invasion Ouais, d'hippopotames. il y a une invasion d'hippopotames actuellement. Il y en aura des. Ils ont estimé qu'en 2035, il y en aura des milliers dans toute la Colombie. Est-ce qu'il y a des hippopotames à la base en Colombie? Non. Oh non. Est-ce que Pablo Escobar en a importé 4 en 1980? Oh, mais non. Oui. Si. Attends, c'est juste Pablo Escobar qui en a importé C'est et ça ça. ils ont Apparemment. littéralement, ils se sont reproduits et ils ont créé un problème systémique pour tout le pays d'hippopotames. Oui. Oui, oui. Apparemment, En vrai, c'est les drôle. 4 hippopotames se sont reproduits depuis. Et ils vont en éliminer 166 qui sont descendants directement des 4 hippos de Pablo Escobar. Donc bon, est-ce que la concentration de richesse, on peut arrêter les fantaisies comme ça, où après on doit gérer des problèmes sur plusieurs générations et tuer des hippos pour rien du tout? J'avoue, c'est la faute du capitalisme. Hein. Mais attends, mais c'est quoi le problème qui est généré pour la Colombie? Est-ce que c'est juste le fait qu'ils sont super dangereux pour les gens? Bah, en fait, vu les courbes de progression, il y en aurait des milliers en Colombie en 2035.
Ouais, mais ça Enfin, ils ont causerait fait quoi une comme problème? estimation. Est-ce que c'est un... Est-ce Je que sais c'est pas. un problème pour d'autres espèces ou pour les gens? Je sais juste qu'ils sont super dangereux. Mais ouais, en tout cas, à plusieurs dizaines de milliers, ça semble pas être une super idée, hein. Mais En ouais, fait, ouais, c'est non, ça pose un la problème question. parce que Ouais. il y a par exemple un homme qui a été attaqué par un des hippopotames, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Normal. Genre, il y a juste des hippopotames qui roam wild, genre qui marchent dans dans les rues. Comme les Enfin, kangourous en Australie. faut pas Ouais. non plus trop exagérer le problème, hein, mais c'est juste oui, t'as introduit une espèce qui était pas là avant, ben, l'espèce n'a peut-être pas de. Il n'y a pas eu le temps d'avoir une, euh, une biodiversité qui s'équilibre, et du coup, ils ont juste pu se Ouais. reproduire. Dans le genre comportement complètement extravagant de riches milliardaires euh, barons d'une industrie, etc., etc. Est-ce que tu as vu les Saoudiens qui utilisent régulièrement des jets privés pour transporter des animaux? Genre là, il y avait je sais pas quel mec haut placé en Arabie Saoudite, peut-être famille royale ou je ne sais quoi, qui a rempli son jet privé de faucons, parce que la fauconnerie là-bas, c'est un, je vais pas faire la blague C'est catastrophique trop bizarre. qui s'offre Et à ils moi, font mais venir en jet privé. Non, c'est n'importe quoi. t'as une photo où le jet est rempli de faucons entièrement et ils ont réservé les sièges et le truc est vide et il y a juste des oiseaux. Mais dans la même veine, t'as régulièrement des histoires qui sortent de comportements complètement insane de gens méga riches. Mais là, c'est bien de voir l'impact d'un truc qu'un riche a fait il y a 20 ans, 40 ans, en se disant, oh, bah, je vais me prendre 4 hippos. Ouais, ouais, Et maintenant, ça crée un impact qu'on doit gérer. Donc, ouais. ouais, peut-être la concentration, faut complètement revoir la concentration des richesses et tout. Parce Ouais, que je pense pas que c'est si des on problèmes pouvait comme ça, quoi. démocratiquement décider de comment allouer cette richesse, bizarrement, je pense qu'il y aurait moins de chances qu'il y ait des individus comme ça avec des Ouais, puis projets même, extravagants. Ouais. si on importe 4 hippopotames, on les aurait importés dans un zoo et on aurait géré leur population et Pourquoi tu voudrais un hippopotame comme un animal de compagnie? Enfin, son je seul sais but pas. c'était de flex, dire moi j'ai des hippos quoi, mais Après, il n'y avait pas Pokémon à l'époque, donc peut-être que c'est aussi ça le problème, hein. ah ouais, on peut comprendre. Le Pokémon Go de l'époque. Aïe aïe aïe. Bon, passons à la suite. Il y a eu un vote qui a eu lieu à l'Assemblée. Ouais, Un vote sur les bus en Île-de-France. ok, L'ouverture à la compétition des bus en Île-de-France. ok, j'ai pas vu passer ça. Je comprends même pas le concept. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre le fait d'ouvrir à la concurrence le réseau de bus franciliens de la RATP? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il Non y a mais des nouvelles c'est stations à côté des anciennes stations? Est-ce que c'est les mêmes stations, mais il y a genre des bus différents, des tickets différents, des abonnements différents? Est-ce que tu vas avoir deux bus vides, mais vu que c'est pas la même compagnie, il y a un bus vide qui arrive et tu pourras pas monter dedans parce que t'as pas l'abonnement, je sais pas, pour le bus de la compagnie de Bernard Arnault, tu dois attendre le bus de la compagnie d'Elon Musk, tu vois? non Et mais du en coup, il fait y a ce qui est deux bus fou, vides. Et du coup, les trafics sont et de plus en plus encombrés. Parce qu'il y a genre ouais. quatre bus. Oui oui non mais en fait ce que je trouve incroyable c'est Explique-moi! l'obstination des libéraux avec l'idée de mettre à la concurrence et de privatiser des choses qui sont des monopoles de base. Enfin, je suis désolé, encore dans certains secteurs, tu pourrais tenter de faire des arguments et tout pour la compétition, même si ça serait aussi fallacieux. Mais pour des transports en commun, où c'est par nature un monopole, par exemple, juste un monopole géographique, d'accord? Tu veux aller d'un point A à un point B à un instant donné, parce que tu veux voyager. Voilà, tu pars de chez toi, il est 8h du matin, tu te veux arriver avant 9h à tel endroit. Bah, tu vas pas avoir 500 000 options en concurrence sur le marché pour te rendre de point A à point B. Et si on parle spécifiquement du bus, tu vas avoir un bus, ou peut-être deux bus dans certains cas, mais tu vas pas avoir 50 000 bus. Comment tu peux quand même défendre l'idée que la concurrence serait une bonne idée dans ce cadre-là? Mais pour les trains, je trouve ça lunaire aussi. Pour les bus, c'est lunaire.
Et donc, la seule explication de ce pourquoi ils font des choses comme ça, c'est que c'est complètement idéologique. Toutes les expériences qu'il y a eu pour la privatisation de services de type de réseau comme ça ont augmenté les prix, hein. En Donc, Angleterre, ça a augmenté les prix et pour les pas seulement trains. les prix, ça a aussi augmenté les coûts. C'est-à-dire que ça coûte plus cher à la société, même en s'en foutant de faire payer plus cher les usagers, ça coûte plus cher aussi à réaliser. Parce que du coup, il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur les mêmes réseaux et tout, et qui a aucune. Enfin bref. Ouais, Il ouais. faut juste. Moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce que par exemple, tu devras. Parce que moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est un peu comme en Angleterre quand ils ont privatisé les réseaux ferrés. Est-ce que par exemple, le transport en plein milieu de la nuit, il va coûter hyper cher? Parce qu'aujourd'hui, tu payes un ticket, un prix fixe. C'est 1 euro, 2 euros maintenant, je crois, pour le bus en francilien. Mhm. 1,60 € en carnet. Je vous conseille de prendre des carnets, les gens. Mais du coup, si tu ouvres à la concurrence, il peut très bien avoir un bus. Déjà, il pourrait y avoir une compagnie qui fait les prix de tickets à 1 euro au lieu de 2 euros. Là, tu dis, waouh, 1 euro au lieu de 2 euros. Oui, sauf qu'il va se mettre uniquement dans les temps de pointe, parce Bah que ouais. c'est là où le bus sera plein et que ce sera méga rentable. Mais il va mettre aucun de ces bus sur les heures creuses. Aucun de ces bus ne sera là en plein milieu de l'après-midi, en Bah plein ouais, milieu de la ouais. matinée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le l'option du service public qui doit garantir un service, elle, qui a son ticket de bus à 2 euros, va perdre tout le public, ça va perdre tout son public qu'il a d'habitude pendant les heures de pointe, puisque les gens ils vont prendre l'abonnement sur le réseau de bus qui est que à 1 euro, c'est évident, hein, c'est pas de votre faute. Vous prenez l'option la moins chère, c'est normal. Mhm. Et du coup, il va pas être rentable du tout, le service public. Ils vont dire, waouh, c'est pas rentable. Du coup, on n'a qu'à enlever nos trains parce qu'on peut pas faire concurrence à des billets à 1 euro. Donc, on enlève nos trains pendant les pointes et on laisse nos trains parce qu'on doit garantir le service sur les heures creuses. Sauf que du coup, sur les heures creuses, maintenant qu'on a que des trains sur les heures creuses pour pouvoir garantir le service, il va falloir mettre des tickets à 8 euros. C'est vraiment pas impossible, hein, que ça donne ça. C'est ça qui est fou. Donc ouais, donc le mardi 12 décembre, l'Assemblée nationale adopte la loi. Victoire pour le gouvernement. Et ouais, attends, Et je vois ça dans le chat aussi. ouais, Du coup, ça te crée un monopole privé parce qu'il y aura des investisseurs qui vont arriver, qui vont mettre plein d'argent dans une seule entreprise qui va faire du pump and dump, c'est-à-dire qui va baisser au maximum les prix. Tout le monde va investir dans cette société en se disant ouais, c'est elle qui est la meilleure et tout. Du coup, toutes les autres entreprises derrière vont mourir, vont être vont faire achetés. faillite parce qu'elles vont pas pouvoir faire compétition. Il y a un monopole privé et le prix re-augmente derrière et vous retrouvez au final, une fois qu'il y a un monopole privé en place, que le public il est sous les dettes et qu'il est obligé de mettre son billet à 8 euros, vous vous retrouvez avec une seule compagnie de bus sur les heures de pointe qui va mettre votre ticket à 3 euros et ça y est, le prix augmente. Et votre vie s'empire par rapport à la solution de départ. Ouais. Donc le projet de loi a été approuvé en commission mixte paritaire et donc sera effectif après un ultime vote du Sénat prévu lundi 18 décembre, donc lundi qui arrive là. Donc, sauf énorme surprise, ça va être validé en fait. Hein. Mais attends, est-ce que t'as vu le scrutin que je t'ai envoyé? Enfin, que Non, j'ai non, mis non. sur Twitter. J'ai mis le scrutin, j'ai mis l'image du scrutin. Donc, il y a eu le vote qui a eu lieu pour le texte de la commission mixte paritaire. Attends, je regarde Et ça. en gros, ça permet de bien voir qui vote pour, qui vote contre. Et ça va ouvrir le sujet suivant, hein. Mais en gros, il y a la NUPES, en fait, qui a voté contre et tout le reste qui a voté pour. À tous les Le coups, le Rassemblement Front national National a vote voté pour. Ouais, pour. ouais, j'étais sûr. J'en étais sûr. Idiot vote pour, Horizon pour, Démocrate pour, Républicain pour, Renaissance pour. Donc tous ces gens sont pour l'ouverture à la concurrence. Donc Je rappelle qu'on parle juste des votre vie va bus simple. RATP. Hein. On parle des bus RATP d'Île-de-France qui vont être sans doute du coup privatisés, rachetés par Keolis, Transdev, Lacroix-Savac pour être exploités par ces entreprises-là. On parle des exploitants. Aujourd'hui, c'est exploité par la RATP et ça va être potentiellement segmenté entre plein de boîtes en concurrence, quoi. Donc finalement, le Rassemblement national, une opposition au gouvernement. Parce que là, ils ont voté pour. On entend souvent que c'est une opposition au gouvernement. On entend souvent
que qu'il y ait des chamailleries entre le gouvernement et le Rassemblement national. Et en fait, je pense que c'est un narratif, parce que tu vois bien sur cette loi-là, ce qui est plutôt un sujet de fond, par rapport à tout le narratif qu'on entend du Rassemblement national sur la ruralité, sur le peuple, etc., qu'au final, quand il s'agit de vendre en fait le patrimoine français Dans au l'intérêt de privé, grosses multinationales capitalistes. le Rassemblement national s'aligne avec les macronistes, s'aligne avec les défenseurs des privilégiés milliardaires, etc. Donc, je suis allé voir un autre tweet. Là, c'est Pierre Jacquemin qui nous partage un visuel dont la source est l'Assemblée nationale, mais c'est France Info qui partage ça. Ouais. Comment les députés d'opposition votent-ils sur les textes de loi du gouvernement? Et donc, ils ont pris les 14 scrutins sur les projets de loi dans leur ensemble, hein, pas les petits amendements, juste vraiment les projets de loi en globaux. Et D'accord. ils ont Ouais. regardé qui a voté pour, qui a voté contre, qui s'est abstenu et qui n'a pas participé au scrutin. Donc, tu as LR, RN, Lyot, etc., jusqu'au LFI. Ouais. Il s'avère que quand tu prends le RN, ils ont voté 42% des fois pour. Ils se sont alignés 42% des fois, qui est la majorité de leur vote, parce que s'ils sont pas pour, ils sont contre à 22%, ils s'abstiennent à 5%, et ils ne participent pas à 31%. Donc, dans la plupart des cas, s'il y a un projet de loi qui est proposé par le gouvernement, le RN va voter pour à 42%, et Bah ouais. contre à 22%. Qui est surpris par ça? Je veux dire, oui, l'extrême droite est de droite. Et ce sont des libéraux, c'est ça qui est fou. J'en peux plus des influenceurs d'extrême droite qui nous disent à longueur de vidéos, il y en a marre de ces libéraux, macronistes, etc. Et après qui appellent à voter pour le FN. Enfin, les Tabibian, les Tatiana Ventose, toute la fachosphère qui se prétendent H24 anti-libérales et ensuite soutiennent des candidats qui concrètement sont des partis qui votent à chaque fois les lois libérales, les lois capitalistes, les choses comme ça. Enfin, c'est quand même incroyable d'arriver à tromper autant de gens en griftant sur des positions politiques qui sont genre facilement démontrables comme étant des mensonges quand vous regardez juste les données et comment vote l'extrême droite en fait. Hein. Mais ouais, bon rappel. Si tu regardes du coup la vraie opposition, on peut se demander du coup c'est quoi la vraie opposition parce que dans les médias on entend quand même que le RN, il était au second tour face à Macron, donc c'est peut-être l'opposition, etc. Donc là on vient de voir ils sont souvent présentés comme l'opposition numéro 1 et tout. Ouais. C'est qui l'opposition alors? Quand tu regardes du coup l'opposition, alors ça va être à partir des socialistes qui sont quand même, hein, ils ont voté pour 7% des textes pour, et ils sont contre que sur 27% des textes, donc ça commence à partir de là l'opposition. Ouais. Mais honnêtement, l'opposition vraiment franche, c'est la France Insoumise qui ne s'est pas abstenue une seule fois, qui a été à 69% des fois en opposition au texte du gouvernement, Ouais. suivi des écolos, 57% d'opposition. Donc voilà, l'opposition, très claire, franche, elle est là. Alors, c'est pas une opposition débile, hein, c'est juste que tous les projets de loi proposés étaient catastrophiques. Hein. Quand tu regardes par exemple les votes du RN, ils ont voté pour quoi par exemple? Ils ont voté pour la fin des droits au chômage, pour la fin des allocations, pour la réduction des droits des étrangers, pour interdire la présence d'étrangers au sein d'instances représentatives des entreprises, pour limiter le droit de vote des travailleurs précaires aux élections professionnelles, What? pour la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, pour la baisse des impôts de production, donc la CVAE, qui est la cause du coup de la réforme des retraites, hein, pour la suppression de la redevance audiovisuelle, pour exclure l'achat de mangas du pass culture, What? et pour l'interdiction de l'écriture inclusive. Donc voilà, ça c'est pour les choses pour lesquelles le RN se bat pour vous à l'Assemblée nationale. Attends, c'est une dinguerie. En fait, ce qui est fou, c'est quand juste on regarde les faits. Tu sais, parce que le discours politique est tellement centré autour de ce que disent les commentateurs et notamment les médias mainstream qu'en fait, on passe un pourcentage tellement faible du temps à juste aller voir en fait concrètement ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils défendent, les projets de loi, les choses comme ça. Et c'est incroyable comment, à quel point, genre, quand tu vas voir ça, t'as pas du tout la même impression que comme c'est présenté
d'habitude, et en fait, tu vois que la réalité est super différente de l'impression que la majorité des Français ont de ces partis, quoi. Enfin, je pense que tu fais des sondages sur chacune de ces mesures-là, une majorité des gens seraient hyper défavorables à tout ça, mais ils votent, mais il y a une part de ces gens qui votent FN parce que ils ont des pieds, ils ont des peurs, des angoisses, ou ils sont juste racistes. C'est Mais incroyable, alors, quoi. du coup, ils sont en opposition à quoi? Eh ben, on peut voir contre quoi ils ont voté. Donc là, je vais faire une liste. Bon, la liste est longue, donc je vais essayer de dire les trucs les plus importants, hein. LFI donc. Non, non. Non, non, le FN, ok. Le RN, ils sont contre quoi s'oppose le RN à Oui, oui, l'Assemblée? donc quand ils s'opposent au gouvernement. Non, non, en général, contre quoi ils votent, contre quoi ils ont voté pendant Ah oui, ok, la ok. session au Parlement, à l'Assemblée. Bah, ils ont voté contre donc le Front National, hein, le Rassemblement National, ils ont voté contre Augmentation du l'augmentation du SMIC. SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre l'encadrement des salaires, contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%, contre la revalorisation des petites retraites, contre la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes aux actionnaires sans augmenter leurs salariés, contre le blocage des prix de produits de première nécessité, contre la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, contre la revalorisation des APL de 10%, contre le gel des prix des loyers, Contre le contre rétablissement l'augmentation, de l'ISF. contre le rétablissement de Ça, l'ISF, c'est contre la incroyable, taxe sur ça. les super profits, contre, bon, bah, c'est long, hein, contre l'augmentation, contre l'augmentation de la TVA Bon, sur c'est les bon, tous produits les de trucs bien, luxe. ils ont voté contre, quoi. C'est bon, on a compris. Alors pourquoi ils ont voté contre l'augmentation de la TVA sur les produits de luxe, vu qu'ils défendent les pauvres petits travailleurs, les ouvriers soi-disant. Vous m'expliquerez, hein, c'est à vous de m'expliquer. Contre la gratuité des cantines et des fournitures scolaires pour les plus modestes. C'est intéressant ça pour. Ouais, c'est bien. Contre la revalorisation des bourses étudiantes, contre la garantie d'autonomie des jeunes à 1063 euros. Mais tu comprends pas, il faut que la gauche parle à la ruralité. Le Front National arrive aujourd'hui à parler. C'est eux qui sont les plus populaires parmi les ouvriers, la ruralité, etc. Ils arrivent à en parler. Pourquoi est-ce que la Non, gauche mais n'arrive pas à leur c'est un- parler? je pense qu'il faut vraiment continuer la liste parce que les fêtes de fin d'année arrivent. Vous devrez parler à votre oncle à table C'est vrai. qui n'aime pas trop. Il est pas raciste, mais il aime pas les étrangers. Donc vous devrez parler avec lui et ça peut être Il est des parasite, mais il éléments y a des importants. limites quand même. On peut pas tous les accueillir, quoi. Contre allouer. Et donc, tu sais, c'est une femme. On aurait pu avoir un président femme, mais ils sont contre allouer 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, par contre. Contre le recrutement de sapeurs-pompiers et la revalorisation des salaires, contre l'augmentation des budgets de l'université, contre l'augmentation des moyens alloués aux hôpitaux, contre la baisse de la TVA sur les transports en commun, contre l'augmentation du nombre de greffiers et des magistrats, contre le conditionnement des aides publiques aux grandes entreprises au respect de contraintes écologiques, contre la suppression de la niche fiscale sur le kérosène aérien, Waouh, ça c'est incroyable. contre l'instauration d'un impôt sur la fortune climatique et contre la taxation des yachts et des jets privés. Parce qu'on sait très bien, ça c'est une des inquiétudes de la ruralité, la Bah oui. taxation de leurs yachts et jets privés qu'ils ont dans leurs champs. Bah mec, quand t'es un Comment agriculteur, ils vont tu crois faire? comment tu fais pour planter tes carottes, quoi. Genre, si ce n'est avec un jet privé survolant tes champs, c'est nécessaire pour le travail, quoi. Bien sûr, un yacht aussi, c'est la Ah, base, je vais quoi. Quand t'es arrêter un la petit, liste un là parce petit que on agriculteur pourra rural, c'est continuer. normal. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est d'utilité publique hein, que tout le monde soit au courant de cette liste-là. Retenez-la, partagez-la, etc. On vous mettra le lien dans le chat. Mais c'est incroyable, c'est juste lunaire. Très bon rappel, merci, merci BPT pour ça. Ouais, ça vaut le coup, je pense. Merci pour ça. Et en parlant de l'Assemblée nationale, est-ce que tu as vu un peu ce qui s'est passé avec le projet de loi immigration cette semaine? Ouais, à peu près, ouais. Il a Euh, été, retoqué, quoi. ouais. Bon, Je vois je... pas trop ce qu'il y a à dire de plus là-dessus. Ouais, C'est je pense qu'on en retoqué. parlera plus si jamais, parce que comme on est un peu au milieu d'une bataille là-dessus, on en reparlera peut-être quand il y a plus à dire, mais pour l'instant, Ouais, maintenant il passe en commission commission mixte mixte paritaire. paritaire. Donc normalement, il devrait ne pas changer puisque ça a déjà été le choix de l'Assemblée nationale de ne pas accepter la version du Sénat. Donc si ça change, c'est bizarre. Faudra analyser ça si ça change. Si le texte change, faudra analyser pourquoi, puisque ça a déjà eu lieu en fait ce débat-là entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et au Bon, final, de toute façon, ils peuvent le passer en 49.3 si jamais l'Assemblée ne veut pas. Hein. ouais, alors ça c'est plus compliqué. Je crois qu'il faut quand même passer par un texte économique, non? Mais bon, ils vont trouver un moyen quand même. Ouais.
J'aimerais parler. T'avais un truc Non, à vas-y, dire. vas-y. J'aimerais te proposer. J'ai lancé une nouvelle série de tweets. Je me suis dit, en fait, est-ce que je mettrais pas juste les propositions que je fais d'habitude sur, sur ce podcast, par exemple, ou sur le site bienfaitpourtous.fr. Est-ce que je les mettrais pas comme si c'était des petites idées, genre, ah, pourquoi on ferait pas ça comme ça sur Twitter? Ouais, j'aime Juste bien. un petit tweet, par exemple, genre, ah, mais ça serait pas sympa si on faisait ça? Tu m'as fait trop rire quand t'as dit ah, ça serait pas logique que quand on paye un loyer, on ait un petit bout de la maison quand même en retour. Ce serait normal Ça m'a d'obtenir trop un fait petit peu rire de que tu le l'appart dises en comme échange ça. du loyer. Oui, ça serait pas mal, non? Et j'ai eu des réactions assez sympas, hein. Il y a des comptes qui m'ont dit, c'est pas bête, si tu loues, tu perds la propriété à hauteur de ce qui est loué. Il faut mettre etc., etc. Et bon, après, j'ai partagé ma petite vidéo sur le bail qui se dit. J'espère que les gens vont suivre derrière. Ah, c'est tellement une bonne vidéo. C'est incroyable, elle Et, devrait faire 100 000 vues. et du coup, Dommage. j'ai posté t'as vu les autres propositions que j'ai mis? T'as mis, ça serait vraiment pas dur de mettre dans chaque commune au moins une cafette publique gratuite accessible à tous pour garantir que tout le monde puisse vivre sans détresse alimentaire. Personne ne veut que les gens aient faim, pourquoi ça dépendrait que d'associations et de bénévoles? Extrêmement valide, hein. Extrêmement valide. C'est une honte absolue que ça dépend aujourd'hui du bon vouloir d'associations, de gens qui ont le temps, de dons privés, de trucs comme ça, c'est incroyable. On a les Alors, informations nutritives sur les paquets de bouffe, je vois pas ouais, pourquoi on n'aurait pas aussi l'indication de la marge que se prennent le supermarché et le fabricant. je veux qu'on parle de ça. Ouh, ok, j'aime bien cette proposition. Est-ce que tu aimerais pas, sur tous les paquets que tu as dans ton supermarché, Aïe, qu'il y ait aïe, aïe. un petit pie chart, un petit schéma en Ouais. tarte? Ah non, un camembert, pardon. Un camembert. Il y a un terme. Oh non, ça y est, c'est le grand remplacement. C'est Un l'impérialisme schéma en américain. tarte. L'impérialisme américain te fait oublier le camembert français patriote qu'on a Donc ici en pour gros, tu aurais décrire un le... camembert bien de chez nous, sur chaque paquet, même les paquets de camembert, il y aura un camembert dessus. Trop bien. Non, mais imagine, tu as une petite étiquette, tu vois, actuellement, il y a par exemple les faits nutritifs, tu vois. Ouais. Par exemple, le sel. D'ailleurs, ça, je suis tellement content qu'il y ait des gens qui ont réussi à obtenir ça dans le passé, parce que franchement, moi, je trouve ça tellement bien de pouvoir regarder en quelques secondes, ne pas avoir à aller chercher sur le site du fabricant ou sur Internet, ou devoir mener une action en justice pour connaître les informations d'un produit. Tu peux Ouais, juste tourner le dites-vous, paquet. souvenez-vous les gens, souvenez-vous qu'il y a eu une époque où ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ça veut dire que vous alliez acheter de la nourriture, vous avez aucun moyen de savoir ce qui était dedans. C'est quand même incroyable. Et il a fallu que des progressistes, que des gens qui veulent limiter la marge de manœuvre des entreprises capitalistes et leur pouvoir absolu sur votre vie, imposent ça par la loi, quoi. Et on a amélioré le monde en faisant ça. C'est bien de se rappeler que tout ce que vous avez autour de vous qui semble être l'état par défaut du monde quand vous naissez, quand vous vivez, etc., est tout sauf un état par défaut. C'est des trucs qui ont été gagnés par des luttes pendant des décennies, quoi. Donc Même des trucs aussi basiques que ça. l'idée serait, sur le paquet, quand tu le vois, bah, par exemple, il y a le Nutri-Score où tu as A, B, C, D, E, F, tu vois. Mhm. Et ben à côté, tu pourrais avoir un petit diagramme en camembert où il y aurait, allez, je crois qu'on a besoin que de 4 différences au niveau des couleurs. Tu aurais 3 couleurs foncées pour vraiment voir le produit, de quoi il se compose, Ouais. et une couleur claire pour montrer, regardez, ça, c'est ce que vous donnez directement en marge, tu vois. Vous achetez pas le produit là. Avec ça, donc tu verrais clairement une différence. Donc en gros, il y aurait marqué, bah, il y a une part mettons, il y aurait une part de produits importés. Donc c'est un produit où tu peux pas vraiment discerner les matières premières, la main-d'œuvre, les marges. C'est juste Et un produit que tu importes directement. Donc tu l'achètes, voilà, tu l'as acheté à ce prix-là, donc tu sais pas vraiment. ouais. Ensuite, tu aurais les matières premières, c'est un peu similaire. Puis la main-d'œuvre. Donc là, c'est vraiment, t'es pas en train de payer du produit lui-même, tu es en train de payer le fait que des gens ont fabriqué le produit, donc il y a une main-d'œuvre. Je mettrais aussi là-dedans, par exemple, les charges qui dépendent de, tu sais, par exemple, l'électricité utilisée pour faire le produit. Après, tu peux mettre, par exemple, les coûts, tout ce qui est coûts intellectuels, création de la recette, tu payes les gens qui ont pensé au produit, la conception.
Après, packaging. ça peut être compliqué à avoir parce que si t'as un. Non, mais tu mets juste des. Ok, juste pour que tu saches, tu mettrais juste les couleurs. Ouais. Et en fait, si tu veux te renseigner précisément sur toutes ces choses-là, tu peux aller voir en détail. Mais la seule donnée, et j'y arrive à là, la seule donnée qui est vraiment pertinente au premier coup d'œil, ça va être la dernière donnée qui est les marges. C'est-à-dire littéralement la marge bénéficiaire. Mais la C'est-à-dire marge que du l'argent. supermarché? Alors non, sur le paquet, du coup, ce serait la marge auquel le fabricant l'a vendu au supermarché. Et ensuite, le supermarché lui-même, sur l'étiquette du produit en rayon, affiche sa marge à lui par Ok. rapport au produit. Bah franchement, techniquement pas faisable parce qu'ils vont dire que ça varie dans le temps. Quelqu'un dit ça. Mais c'est pas grave que ça varie dans le temps, il y a quand même une moyenne. C'est une moyenne qui est soit estimable, soit tu peux la prendre sur les trucs passés, les trucs, comment ça s'appelle? L'historique de tes ventes, etc. Non, mais ce qui est marrant, c'est que Ça. sur certains produits, tu te rendrais compte qu'il y a genre 70% de marge. Qu'il y a des marges Mais, de fou. mais exactement, mais oui. Donc t'es dans le rayon, tu vois, il y en a un avec un super beau packaging et un il a un packaging pourri. Et il y en a un, celui avec le packaging pourri, il a 1 euro. Et celui avec le super packaging, il a 5 euros, il y a marqué naturel, bon pour la santé. Mais t'es en train d'acheter de l'avoine, d'accord? Donc du coup, aujourd'hui, tu pourrais te dire, ouais, mais quand même, celui à 5 euros, il doit être mieux parce que Ouais, vu le aujourd'hui tu vas dire, ouais, paquet, mais vu il faut du bon l'esthétique, avoine, moi je vais pas manger de l'avoine dangereux pour la santé. à mon avis, quand même, ils ont mis de la bonne qualité. Enfin, c'est une bonne marque, machin. Tu sais, tous les trucs que les gens se Exactement. disent et toutes les idées qu'ils essayent de te véhiculer avec le marketing, l'emballage, le storytelling, tout ça, tout ça. Et là, tu pourrais juste d'un clin d'œil voir que, ah, en fait, non, c'est la marge qui est 5 fois plus grande. Et donc, en fait, vous payez Et plus pour qu'il se fasse plus d'argent et pas pour que vous ayez un meilleur produit. du coup, ouais, tu verrais littéralement sur le produit, il y aurait une énorme barre blanche dans ton camembert et t'es là en mode ah ouais, donc je donne juste de l'argent au mec là. Non, 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 je vais prendre. Et du coup, ça. Imagine, imagine, dans ce mix-là, t'as un produit fait par une coopérative à but non lucratif qui réinvestit tout dans son business, etc. Ouais. Et qui essaie d'avoir une marge nulle au maximum. Ah, tu vas te dire, ah ouais, ça, ils ont tout mis le prix dans mon produit. Je vais plutôt acheter ça, tu vois. Franchement, ça pourrait être super vertueux. Hein. Bonne proposition. Très bonne proposition. Puis tu pourrais voir aussi que, par exemple, dans une période d'inflation, je dis ça, je dis rien, tu pourrais voir que c'est les marges qui augmentent aussi. Tu pourrais te dire, ah Ouais. tiens, habituellement c'est 10% la marge sur mon truc. Ah, c'est bizarre, là c'est 30%. Alors que, bon, après, bon, faudrait être perspicace pour voir des trucs comme ça sur le long terme, mais si ça devenait normal. Je rappelle juste qu'ils ont calculé que 2 tiers de l'inflation aujourd'hui était due à juste la volonté des grosses boîtes de juste faire masse de profit sur notre dos, juste d'extirper tout l'argent qui nous reste un peu sur nos comptes en banque, à droite et à gauche. Pour moi, tant que il y a une marge sur un produit, le, le fait d'augmenter le prix du produit est juste un choix. Donc, ça permettra aussi de voir que c'est un choix quand il y a de l'inflation, les gens ils décident d'augmenter le prix alors qu'ils auraient pu diminuer leur marge, quoi. Ouais. Bref, voilà, c'était la petite idée. Ouais. Non, vraiment pas bête, hein. Vraiment pas bête. Euh, J'aimerais faire un petit retour par rapport au stream de la dernière fois. ouais. Je me disais que j'avais fait que quand même mon analogie sur les lasagnes était catastrophique. Sur le rendez-vous de la semaine dernière. Ouais. Et elle était trop bien. Mais il y a Qu'est-ce que tu quelqu'un racontes? qui a dit baser l'analogie de BPT en commentaire. Bah oui. Bah elles sont trop bien Donc tes analogies. merci pour le commentaire, la personne qui a mis ça. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des petits likes, des commentaires et tout. D'ailleurs, on vous rappelle le fonctionnement de cette émission, hein. En fin d'émission, il y a un segment questions-réponses qui a lieu, pendant lequel on prend une bonne partie de notre temps à répondre à vos questions que vous avez posées en faisant un don pour soutenir l'émission et son existence. Donc Et n'hésitez oui. pas Go, go, à le go. faire. Posez toutes vos questions les plus folles. Ouais. Ouais, alors, bah, en parlant
d'un autre stream qu'on a fait ensemble aussi, moi, je veux aussi reparler du super stream qu'on a fait avant-hier, où on a réagi à Emmanuel Docès et ses propositions de société. Parce que franchement, depuis le début qu'on stream et qu'on parle de comment on peut améliorer le monde, quelles seraient nos propositions, si idéalement on pouvait vraiment réfléchir à plein de nouvelles choses, à des choses hors du commun qui nous feraient avancer vers une meilleure société, etc., etc. Depuis le début de notre travail, franchement, je pense que c'est probablement l'ensemble de propositions le plus constructif et le plus même proche de ce que nous on dit sur un tas de sujets, sur le marché, sur les entreprises. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir des discussions, parce qu'on a beaucoup de discussions où on réagit à des droitards qui disent n'importe quoi, à des gens étiquetés de gauche qui ont des stratégies désastreuses pour gagner, ou juste où on réagit à l'actualité, aux choses horribles qui se passent dans le monde, etc. Ça fait vraiment du bien de faire un petit pas de côté avec un stream comme ça et de réfléchir sur le fond, sur un projet de société long terme. Et de réagir à des gens qui proposent. Ouais, et de voir qu'on n'est pas... qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à ça, qui proposent des alternatives. Et que, en fait, c'est en continuant à faire ça, en réfléchissant et en débattant de projets politiques long terme, progressistes et tout, qu'on va construire un truc qui va donner envie aux gens, en fait. Les gens se rendent pas compte que un tas de personnes sont conservateurs ou apathiques ou un peu désengagés politiquement au niveau institutionnel, mais même au niveau citoyen, au niveau des débats, etc. Notamment parce qu'il y a une présence de défaitisme, d'apathie, d'absence de possibilité de réfléchir à un monde meilleur. Parce que les gens sont mal, quoi. Les gens se sentent mal, ils galèrent dans leur vie. Les médias ne leur présentent jamais des idées qui leur font sortir du cadre actuel ou des idéologies dominantes ou réactionnaires qui veulent soit maintenir le statu quo, soit faire retourner en arrière. Et c'est juste hyper important, je trouve, même pour la santé mentale des gens qui sont désespérés, qui sont un peu perdus politiquement, qui savent pas comment on ferait, dans quelle direction il faudrait aller, etc. C'est tellement essentiel et important de parler de projets long terme comme ça, quoi, de trucs construits, de trucs implémentables. En tout cas, moi, ça m'a donné masse d'espoir de voir qu'il avait fait toutes ces super propositions et que il y en avait plein qui se rapprochaient de ce que nous, on peut dire. Je lui ai envoyé une petite invitation, d'ailleurs. Je lui ai envoyé un petit mail, on va voir si il répond, mais ça serait trop bien de discuter avec lui. Emmanuel Docès, allez voir le stream si vous avez manqué. Et en plus, on normalise quand même beaucoup trop les avancées qu'on a eues qui, avant d'avoir lieu, étaient ce genre d'idées. Ouais, c'est ça. Je crois que les gens ne se rendent pas compte que des choses qui sont aujourd'hui dans votre vie de tous les jours, qui vous semblent complètement normales, sont des idées qui avaient l'air complètement déconnectées, farfelues, idéalistes. Quoi ? Tu vas être payé pour être en vacances ? Mais t'es complètement fou. Et oui, maintenant on est payé pour aller en vacances. On a eu la première semaine de congé payé, c'était une énorme révolution parce qu'en fait les gens, ils pouvaient théoriquement s'absenter de leur travail, mais peut-être ils reviendraient, ils auraient plus de travail et puis ce serait sur leur paye à eux. Et du coup la plupart des gens ne le faisaient pas, seulement les gens qui avaient vraiment les moyens. Et du jour au lendemain, t'as eu tous les prolétaires qui pouvaient techniquement aller visiter une plage à l'autre bout de la France. Et ça a été une révolution. Une révolution sociale. On a 5 sociale. semaines de congés payés. Bientôt 6, si vous allez voter la prochaine fois. Et ça fait plaisir, quoi. Juste de pouvoir aller à un hôpital gratuitement, complètement gratuitement, te faire soigner par des gens spécialisés quand t'as un problème grave. Et on trouve ça tellement standard et normal et genre la base en France. Et même dans d'autres pays, aujourd'hui même en 2023, dans la majorité des pays, il n'y a pas ça. C'est incroyable. Et il faut qu'on se rende plus compte de ça et qu'on le défende, qu'on en parle. J'ai vu récemment Vas-y. L'influenceuse Juju Fitcat, là, je crois que c'est la copine de Thibaut InShape, poster un shorts, YouTube short, où on lui demande d'aller sur un podcast ou un truc comme ça, et on lui demande pourquoi t'es pas allé à Malte, pourquoi t'es pas allé t'installer dans un paradis fiscal, payer moins parce que
quand même, avec ton truc d'influenceuse, tes millions de vues et tout, t'es bien rémunéré, tu pourrais travailler de n'importe où. Et j'ai vraiment trop adoré sa réponse parce qu'elle a juste dit, elle a juste donné une anecdote personnelle de, genre, je sais plus si c'était sa mère ou quelqu'un de sa famille qui avait été gravement malade et qui a pu aller à l'hôpital gratuitement. Elle a juste répondu au mec qui semblait complètement ignorer ce à quoi servaient les taxes et les impôts et les cotisations. Elle lui a juste répondu une anecdote personnelle et dire attends, on se rend pas compte de tout ce qu'on a en retour de ces cotisations et à quel point si on n'avait pas ça, ça serait une catastrophe. Et j'ai vraiment aimé, genre elle l'a sorti complètement naturellement. Son but n'est pas de faire du contenu politique, je connais pas ses autres opinions politiques ou quoi, hein. Mais j'ai trop aimé que quand même il y a des gens qui arrivent à dire publiquement des choses comme ça sans que ça soit même sans qu'il soit étiqueté comme influenceur politique ou quoi. Et du coup, le mec en face du podcast, il avait l'air un peu bête d'avoir suggéré de faire l'évasion fiscale, tu vois, ça devient vraiment... Une fois que tu expliques aux gens à quoi ça sert, etc., les gens qui défendent ça ou qui disent il y en a marre des impôts, il y en a marre des taxes, moi je veux m'exiler, moi je veux plus payer tout ça, ils ont vite l'air bêtes, quoi. Hein. Vraiment, normalisons le fait de ridiculiser ces arguments-là, hein. C'est quand même fou. Moi, j'avais vu récemment quelqu'un qui devait porter au poignet un disclaimer, un petit message. C'est du coup aux États-Unis. Ouais. Il devait porter, tu sais, c'est le genre de truc, normalement, tu portes pour qu'on te dise ton groupe sanguin ou que t'es diabétique ou t'es allergique à quelque chose. Ouais, une petite notice pour raison de santé, ouais. Et là, il y avait marqué ne me faites pas monter dans l'ambulance car mes droits mes droits mutuels d'assurance ne couvrent pas ça. Donc ne me mettez pas dans une ambulance si jamais j'ai un problème. Donc si cette personne tombe dans la rue, a un arrêt cardiaque, quelque chose, bah si tu respectes le consentement de cette personne, il va falloir la laisser par terre, appeler, soit la porter à la main, soit je sais pas. Mais en fait, ça sera pas remboursé par sa mutuelle. Et la mutuelle, du coup, lui a donné ce bracelet pour dire de pas prendre. C'est la réalité des États-Unis. Enfin, C'est la réalité du capitalisme et du libéralisme poussé à son aboutissement logique. Hein. C'était comme ça avant en France. Je rappelle, je pense, les stats, c'est 40 000 morts par an aux États-Unis du fait de maladies ou de problèmes de santé évitables à cause de non-couverture santé. Et tu vois des vidéos où des gens sortent de l'ambulance en route. C'est à ce point-là. Hein. Parce que juste pour que vous compreniez, une fois que l'ambulance arrive à l'hôpital, ensuite, vous êtes endetté pour 3 ans, 5 ans de votre vie aux États-Unis. Si vous n'avez pas d'assurance. Oui, mais du coup, l'assurance, tu payes 2 fois plus que les impôts en France. C'est ça qui est trop marrant parce que aux États-Unis, tout le monde va devoir prendre une assurance. Ils veulent pas littéralement être endettés sur 8 ans dès qu'ils ont une indigestion, tu vois. Du coup, ils vont tous avoir une giga assurance qui va leur payer que 80% des soins en plus. C'est même pas 100%, c'est des trucs de fou, tu sais. Ouais, c'est une catastrophe. Et cette assurance, au final, va leur coûter bien plus cher que nous quand on paye nos cotisations. Sauf que ils disent, je suis pas obligé de le payer. Je pourrais juste décider de pas le payer. Et donc c'est la liberté. Ils le font pas en fait. Statistiquement, ils le payent en fait. Ils décident volontairement de payer un truc plus cher que nous, nos impôts. Or, nous, nos impôts, il y a des gens qui se plaignent en disant faut baisser le prix. En fait, chaque fois que vous demandez à baisser le prix des impôts qui permettent de payer les soins, vous êtes en train de vous pousser vers une situation dans l'avenir où vous devrez payer vous-même du coup vos soins via une assurance qui sera plus chère car privée. Donc c'est pas le bon. Vous pouvez vous plaindre qu'il y ait trop d'impôts, hein. Donc, mais il faut pas réduire les impôts. Si vous vous plaignez qu'il y ait trop d'impôts, qu'est-ce qu'on fait du coup? Première possibilité, changer le mode, la répartition des impôts. Donc c'est-à-dire que les impôts, ça c'est la Constitution qui le dit, on doit payer selon notre faculté. On ne doit pas juste payer des impôts comme ça, quoi. Ça doit être selon notre faculté. Or,
selon la faculté, c'est par exemple ton niveau de revenu ou ton patrimoine. Donc il faudrait lutter pour que l'impôt soit beaucoup plus progressif et que ça prenne en compte le patrimoine. Quelqu'un qui n'a même pas de maison et qui touche un SMIC, je vois pas pourquoi cette personne aurait une énorme cotisation à fournir. Tandis qu'une personne qui a son propre jet privé, son propre hôpital, je pense que cette personne devrait cotiser à hauteur de ses facultés, donc énormément. 4 hippopotames, etc. Quand vous faites ça, vous êtes en train, si vous touchez par exemple moins de 4 000 euros par mois, vous êtes dans les 90% les plus pauvres de la population. Et du coup, en proposant qu'on augmente le taux de cotisation des plus de 10% de la population au niveau de revenus, vous diminuez en fait vos impôts, votre part d'impôt. Mais on ne diminue pas le taux, parce qu'à chaque fois, c'est comme ça qu'ils vous ont, hein, les libéraux, c'est qu'ils disent on va diminuer l'impôt, mais ils ne vous parlent pas de votre impôt sur votre compte en banque que vous allez perdre. Ils vous parlent de l'impôt dans sa globalité. Ils veulent réduire le montant d'argent perçu par l'État sur sa population. Or ça, non, ça on doit l'augmenter en fait. Hein. C'est juste qu'on doit l'augmenter et on doit changer sa répartition pour que les 90% les moins riches, les moins fortunés, payent moins d'impôts. Parce qu'actuellement, il y avait une super vidéo du Monde qui montrait ça, sur qui paye en fait, qui profite le plus de leurs impôts. Aujourd'hui, les riches c'est surtout les très très riches. Hein. On parle des plus de 1%, c'est surtout ceux-là. Ouais, le taux d'imposition, quand tu passes dans les 10% les plus riches à dans les 1% les plus riches, il chute en fait. T'as une augmentation quand même légère, même si c'est plutôt plat. Mais dès que t'es genre méga riche, t'as tellement de moyens de faire de l'évasion, de magouiller, etc. que ils payent en moyenne beaucoup, beaucoup moins d'impôts en fait, en pourcentage de leurs revenus ou de leur patrimoine. Mais aussi, il y a le truc dont on dit on appelle impôts ce qui sont des prélèvements obligatoires publics par l'État, mais on n'utilise pas le terme impôt pour ce qui est privé. Parce que les Américains qui doivent payer une assurance santé privée à une boîte privée, sinon ils n'ont pas d'assurance santé, du coup s'ils se cassent une jambe ou quoi, ils peuvent pas aller à l'hosto. Est-ce que c'est un prélèvement obligatoire ? Moi, ça me saoule, on n'arrête pas de comparer, de dire prélèvement obligatoire pour la France et dire on oblige les gens à payer, etc. Mais un Américain, est-ce qu'il n'est pas obligé de payer l'assurance privée ? Bien sûr que oui, il est obligé. C'est un prélèvement obligatoire, quoi. C'est juste, je rappelle, le terme prélèvement obligatoire, il est biaisé parce que les prélèvements obligatoires privés sont aussi des prélèvements obligatoires. Et ça, on n'en parle pas, quoi. Ouais. Non. Mais, et là, en France, on est en train d'évoluer vers cette société-là. On vous parlait des bus privatisés, les hôpitaux qui sont de moins en moins financés par rapport aux besoins, des crises des hôpitaux, des médecins qui doivent soigner des gens dans les parkings d'arrivée des urgences, dans les ambulances elles-mêmes parce que c'est plein à craquer, il n'y a pas assez de personnel et c'est en cours d'effondrement. C'est à cause de la droite au pouvoir depuis toutes ces années. Et c'est pour ça que c'était tellement important de gagner en 2022. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on reparle de ça, qui disent non, mais arrêtez de reparler de l'élection présidentielle, on est entre les élections. Et ouais, mais en fait, vous voulez qu'on fasse quoi ? Parce qu'on est dans la situation actuelle, là, on a 2 ans, on est à 2 ans de progrès dans le mandat Macron 2. Macron n'a pas besoin de se faire réélire, donc il fait tout ce qu'il peut. Heureusement qu'il y a eu quand même 150 députés NUPES, dont 75 France Insoumise qui s'opposent correctement à l'Assemblée nationale, ce qui peut ponctuellement les stopper de faire les pires trucs, mais bon, on voit qu'en pratique, pas vraiment, parce que tellement de mécanismes sont à leur disposition dans la 5ème République qu'ils arrivent à passer en force, 49.3, etc. Ça montre bien à quel point c'était essentiel de ne pas les laisser gagner en 2022. Et c'est pour ça qu'on va continuer de discuter de stratégie politique sur comment gagner des élections et comment convaincre les gens. Quoi. La loi se change à n'importe quel moment. Hein. La loi change à n'importe quel moment. Par exemple, sur la réforme RSA qui est vraiment désastreuse, qui coupe le RSA aux gens s'ils ne travaillent pas, ça va être une hécatombe. Ça a été voté, mais ça rentre en application, je pense, c'est septembre 2024, je pense, si je me souviens bien. Mais toutes ces choses-là, donc il y a un délai d'application. Et rappelez-vous toujours que ça peut être défait la prochaine fois, la vie continue. On n'est pas à la fin du processus politique, l'histoire n'est pas écrite en avance.
toutes les possibilités sont encore ouvertes. Les prochaines élections, la droite peut gagner, l'extrême droite peut aussi gagner, mais la gauche peut gagner. Et il faut continuer, quoi. Il faut continuer la lutte. On peut pas laisser les choses se dégrader encore plus que ce qu'elles se sont déjà dégradées. Qu'est-ce qu'on fait en réponse? Est-ce qu'on les laisse faire tout ça? Est-ce qu'on défend notre pays? Est-ce qu'on défend nos acquis? Est-ce qu'on défend les millions de vies qui sont impactées tous les jours par leur politique désastreuse? Est-ce qu'on se bouge ou est-ce qu'on se bouge pas? Et les gens peuvent pas parfois me dire t'es vachement violent quand même contre les abstentionnistes, les gens comme ça, ou les gens qui préconisent d'autres moyens comme la révolution armée. Enfin, vous vous souvenez, l'épisode dernier, on a parlé de ça, on va pas en reparler. Mais ouais, en fait, il y a des bonnes raisons d'être embêté par des gens qui proposent des mauvaises stratégies, parce que c'est un ensemble de choses qui nous ont conduit dans la situation actuelle. Et j'aimerais juste que la gauche change. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas dans la façon de faire des gens qui se disent de gauche. Mais ouais. Bref. Mais ça va le faire, hein, ça va le faire. Juste, il faut continuer. Il faut continuer à être stratégique le plus possible. Comment on gagne 2027? Voilà la question. Et ouais. N'hésitez pas à la poser cette question en faisant un don pour le podcast. Pour Oui. Let's go les dons, les gens. Let's go les dons. Alors, de quoi on peut parler encore? On passe aux dons ou est-ce qu'on se parle un peu de... Est-ce qu'il y a eu... cette semaine, il n'y a pas eu de débat. On peut peut-être passer aux questions en vrai. Hein. Bah, ouais, si tu veux. Mais je voulais finir sur les impôts. Ouais. Tu veux parler de Il y avait un progressivité, de choses comme ça? Quand j'étais resté sur la première manière de réduire vos impôts perso, c'est de changer la progressivité de l'impôt. Mm-hmm. Mais il y a aussi une deuxième manière de réduire l'impôt, c'est de regarder ce qui se fait au niveau des coûts. Et pour ça, il faut une transparence de l'argent dépensé par l'État. Il y a des scandales régulièrement sur de l'argent public qui est dépensé dans des trucs complètement inutiles. Ça, c'est vrai. Ou dans des doubles... parfois, par exemple, avec les normes millefeuilles administratifs, on paye 800 fois le même logiciel parce qu'on en a besoin dans chaque hôpital au lieu de payer une licence au nom de l'État et de pouvoir du coup négocier ça. C'est une catastrophe. Ouais, c'est catastrophique. Et du coup, je pense que ils ont raison de dire, les libéraux, souvent ils disent oui, mais l'État, il faut pas augmenter les impôts, il faut diminuer les dépenses. Ils ont raison de dire qu'il faut diminuer les dépenses, mais eux, quand ils sont au pouvoir, ils augmentent les dépenses, en fait. Oui, ça, c'est des mensonges. Quand tu regardes en pratique, la droite... aides, là, on a augmenté les aides. Maintenant, on est passé à 200 milliards d'aides aux entreprises. Il y a 200 milliards, il y a quasiment une... C'est des niveaux d'argent comparables au budget de l'éducation actuellement qui est offert en aide aux entreprises. En fait, l'État français a quasiment socialisé complètement les pertes des grandes entreprises françaises. Ça veut dire qu'on leur donne 200 milliards d'argent public en baisse d'impôts et on n'a pas le contrôle public sur ce que font les entreprises. C'est pas les entreprises publiques, c'est l'entreprise privée qui verse ses dividendes à des actionnaires privés. Ça c'est juste ouvertement une sorte de corruption. Enfin, c'est une sorte d'écart de l'État par rapport à ce qui est censé être un État. On prend de l'argent public et on le pompe directement dans les poches d'actionnaires privés. Enfin, c'est complètement fou. Et ça avait été mis en place avec le CICE sous Hollande. Et ça a empiré. Là, il y a eu le CVAE empiré par Macron. Enfin bref, ça continue. Mais tout ça pour dire, oui, théoriquement, on pourrait diminuer les coûts. En fait, c'est possible. C'est-à-dire que il y a des manières de numériser certaines informations qui permettraient de réduire. Mais en fait, il y a des grosses pertes qui se passent au niveau du fait de déléguer le service à un tiers privé. On pourrait en fait directement avoir au lieu d'avoir une ribambelle d'acteurs qui se sous-traitent les tâches les uns avec les autres, on pourrait en fait juste gérer le service en fait. L'ouverture à la concurrence qui augmente les prix aussi et qui fait faire faillite à des entreprises publiques qui doivent maintenant soutenir à elles-mêmes les pires c'est ce qu'on disait sur les bus tout à l'heure. Ouais.
Et du coup, en fait, oui, on pourrait, en fait, déjà, moi, je pense que la transparence aiderait des gens qui font des enquêtes, des journalistes, à sortir des trucs, à juste montrer: «Regardez, en fait, là, on perd énormément d'argent et c'est notre argent à nous, en fait». Et on pourrait juste voter pour des gens qui ont un programme en disant: «Bah, maintenant qu'on a identifié que ça, c'est quelque chose qui nous fait perdre tel montant, on va l'enlever et en fait, on va gagner de l'argent tous, sans diminuer la qualité de service des services publics». Voire en augmentant la qualité de service des services publics parce qu'aujourd'hui, la sous-traitance qui est faite rend, les services qui sont effectués, complètement déconnectés des besoins des usagers. Puisque maintenant on attend qu'il y ait une faute en fait commise par le sous-traitant pour attaquer en justice le sous-traitant si jamais les usagers se plaignent. Alors qu'avant ça marchait pas comme ça. Avant on devait garantir, c'est le public devait directement garantir le service aux usagers. C'est pas le public qui signe un contrat avec du privé, qui lui dit: «Oui, oui, je vais garantir le service aux usagers pour vous» et derrière lui essaie de se faire de l'argent en diminuant ses coûts, en fait et donc en attendant qu'un usager se plaigne, hein. Ouais, ouais. Un rappel de plus aussi sur l'argent public, il y a environ 80-100 milliards d'évasion fiscale, principalement par les acteurs les plus riches du pays, tous les ans. Et donc on peut littéralement, en embauchant des gens pour faire le travail de récupérer l'argent public fraudé, on pourrait avoir un retour sur investissement d'argent public de malade parce que chaque expert embauché par la direction des finances publiques supplémentaire pour récupérer l'argent, aller chercher, aller étudier les dossiers d'évasion fiscale, de fraude fiscale, etc., même s'il était payé genre 1 million d'euros par an, pourrait rapporter peut-être 10, 100 millions par personne tous les ans en impôts non payés, sachant qu'il y a 80 milliards d'évasion. Complètement. Passons au segment questions-réponses. Ouais. Alors, est-ce que vous avez posé des questions cette semaine? On en Alors, a je vous rappelle qu'il vous suffit d'aller sur le site lerendezvous.fr ou alors d'utiliser le lien qui est fourni en description pour pouvoir nous soutenir et poser vos questions. Nous, tant que vous posez des questions, on reste en direct. Si vous nous posez des questions et que vous écoutez ce podcast en différé, on y répondra la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas. Alors, une première question. Comment débunk les arguments immigration-insécurité? Il y a par exemple le @Marc Vanguard qui semble produire des études, entre guillemets, prouvant que l'immigration provoque l'insécurité, etc. Merci pour le taf que vous produisez. De rien. Merci beaucoup pour ta question. D'accord, donc on est en train de discuter de l'argument souvent fait par la droite et l'extrême droite que l'immigration serait la cause de l'insécurité ou provoquerait une augmentation de l'insécurité. Alors le truc c'est qu'il y a énormément d'idées autour de ça et il faut un peu débunker chaque aspect de ça. Mais le truc central déjà c'est de dire que l'insécurité est liée à la pauvreté principalement. En tout cas, il est lié aux conditions socio-économiques, si on veut élargir, pas que la pauvreté, éducation, il y a plein de choses. Mais c'est les conditions socio-économiques et non pas l'immigration. Exemple typique de ça, quand tu as de l'immigration de gens super riches, ça augmente pas l'insécurité. D'accord? Et personne va dire si en fait ça les... Donc c'est pas... Le facteur n'est pas l'immigration. Le facteur est et a toujours été les conditions socio-économiques désavantagées. Les gens dans des zones où il y a moins d'opportunités économiques, il y a moins d'offres d'emploi, les gens ont moins de possibilités de se former facilement, de faire des bonnes études, etc., etc. Vous allez avoir, au sein de toute la population, sur le long terme, vous allez avoir une tendance de la part de certaines personnes, un certain pourcentage, de se tourner vers le marché noir, de dire moi j'ai plus d'espoir, je vois pas de façon de faire autrement, je vais me mettre à voler, je vais me mettre à dealer de la drogue, à me tourner vers des crimes et des trucs comme ça quoi. Et ça c'est vrai dans tous les pays. Comment on expliquerait, parce qu'il y a des pays où il y a très peu d'immigration mais le pays est très pauvre et il y a beaucoup de criminalité. Donc comment on expliquerait ça si la cause c'est l'immigration? Il y a des pays où il y a beaucoup d'immigration, mais c'est de l'immigration entre pays riches et ça ne cause pas de
d'augmentation de ces données-là. En fait, du coup, le facteur, c'est la précarité et la pauvreté. Et ouais. Et ça, on n'est pas obligé, en fait, de laisser les personnes qui migrent. On n'est pas obligé de les laisser dans des conditions de précarité, etc. Et c'est contre-produit. En fait, ce qui est fou, c'est les gens qui pensent que l'immigration est le problème de l'insécurité, etc. Et veulent arrêter l'immigration, empêcher le droit d'asile, empêcher, tu vois, enfin, Ouais, faire ouais. plein de levées de boucliers. En fait, ces réactions-là mettent parce que vous le vouliez ou non, il y a des immigrés en fait sur le territoire, Ouais. et ils mettent ces immigrés dans une situation encore plus précaire qui va techniquement les pousser à devoir être dans des situations ou soit monétaires, soit socio-économiques, de pire en pire, et créer des conditions qui sont beaucoup plus qui poussent beaucoup plus à des problèmes d'insécurité, quoi. Mais c'est ça, la droite a toujours été, et encore aujourd'hui, pro-insécurité. Ils Ah oui, sont oui. favorables à toutes les mesures et toutes les politiques qui créent systémiquement plus de criminalité, D'ailleurs, ils sont plus de violents, là. pauvreté. D'ailleurs, on les a vus sortir avec des barres de fer, etc. Ça, c'est de l'insécurité. Il y a aussi la perception, en fait. Pour beaucoup de ces gens-là qui se plaignent de l'insécurité, quand c'est des blancs qui font des violences, ils disent pas c'est de l'insécurité. Eux, Non. ils le frame dans une narrative en disant non, on défend le territoire ou je sais pas quelle dinguerie. Or, ça, pour moi, c'est de l'insécurité. Et Bah ouais, ça, quand t'as des hordes tu vois de ce que je veux dire? fascistes armés dans tes rues qui vont tabasser des gens, ça semble pas très sécurisant comme Et puis pour situation. moi, la plus grande insécurité qui menace, la plus grosse insécurité qui menace actuellement, c'est la possible arrivée au pouvoir du fascisme. Donc moi, ça me fait pas trop peur en fait, parce que je sais qu'eux, ils ont peur, parce qu'ils ils ont juste peur de choses, juste sur la base de la couleur de peau, des choses comme ça, des peurs complètement irrationnelles. Ils ont peur, oh mon Dieu, il y a deux trois personnes qui arrivent, parce que quand tu regardes au niveau des chiffres, c'est ridicule, hein, les chiffres sur l'immigration, ils sont ridicules. Et en plus, c'est absurde d'en avoir peur, tu vois. Ouais, Tandis que ouais. l'arrivée au pouvoir de fascistes avec un programme fasciste antidémocratique, ça, moi, ça me fait peur par contre. Ça, moi, c'est une source d'insécurité très élevée. Et tu remarqueras d'ailleurs que s'il y avait un bon argument sur l'insécurité, les statistiques qui seraient citées seraient des vraies statistiques solides et non pas le sentiment d'insécurité, les Ouais, estimations des ouais. Français par rapport. Est-ce que les Français pensent qu'il y a beaucoup d'étrangers en France? Bah attends, est-ce que t'as pas un chiffre pour me dire que ça pose problème? Ouais, ouais, non, ils font des sondages à 1 degré au-dessus en disant ouais, mais les gens le pensent, donc c'est une peur légitime puisque les gens ont la peur. Bah attends, c'est pas comme ça qu'on détermine si c'est légitime ou pas. Oui, oui, les médias mainstream adorent faire ça, ouais. En Ouais. plus, quand tu regardes les statistiques qui sont proposées, bah, par exemple, la personne qui avait été citée dans le message, quand tu regardes les statistiques qui sont proposées, ils vont te dire l'immigration qui arrive ici, c'est des gens qui veulent pas travailler. La preuve, uniquement 14%, c'est de l'immigration de travail. Mais quand tu regardes les chiffres plus en précision, 14% immigrent ici pour le travail. Mais Oui. 34%, ça c'est 14%. Puis ensuite, tu as 34% qui immigrent pour motifs familiaux, mais qui ont quand même un taux d'emploi de 55%. Ah Et oui, tu oui, as t'es en train de lire ensuite, la dernière infographie publiée par un mec ouais, d'extrême droite, oui. et Oui, ensuite, tu as l'infographie 32% débunk d'étudiants. de base l'extrême droite et ils le partagent eux-mêmes. Et ensuite, tu as 32% d'étudiants. Qui, Quoi? eux, Mais donc c'est pas de techniquement, l'immigration de travail, parce que les étudiants, ça ne travaille pas, voilà. Et évidemment. il reste ensuite 20% d'autres immigrations. Et là, on n'a pas plus d'informations sur ces 20%. Donc, on part d'un chiffre. À la base, on dit il n'y a que 14% que c'est de l'immigration de travail. Et du coup, tout le monde va entendre quoi? Les immigrés, il n'y en a que 14% qui travaillent, c'est fou. Et tu regardes ce chiffre de plus près, en fait, tu te rends compte que dans ce chiffre qui vient d'être donné, il y en a 60% techniquement qui sont soit étudiants, soit qui travaillent. Et les autres, on ne sait pas. Ouais, et puis je rappelle que la population active en France, ça veut dire les gens qui sont entre 16 et 64 ans, je pense, si je me souviens bien, et en capacité de travailler, etc., je crois que c'est 30 millions de personnes. Enfin, Ouais, donc déjà, dans la population française, c'est on déjà a 50% 50% des gens qui, entre d'inactivité. guillemets, enfin, c'est pas qui travaillent, c'est qui ont un emploi, c'est ça le bon terme, parce que tout le monde travaille.
Mais oui, Ouais, il y a des retraités, il y a des enfants. Oui, d'accord, il y a pas. Quoi, ils travaillent pas tous? Bah ouais, en fait, comme tout le monde, en fait, dans tous les pays, tout le temps, il y a des gens qui travaillent pas. Non, mais Vous avez voilà, déjà vécu dans une société ou? les stats sont simples, hein. Moi, je dis, si vous voulez vraiment débattre avec ces gens-là, comment vous débunkez ça? Vous demandez, mais tu crois que c'est quoi la source du coup des insécurités? Jusqu'à ce que la personne, tu lui demandes, est-ce que tu crois que c'est parce qu'ils sont pauvres? Ou est-ce que tu crois que c'est parce qu'ils sont noirs de peau? Et si la personne te dit, bah oui, vu qu'ils sont noirs, ils sont plus violents, et là tu dis, oula, du coup, t'es littéralement raciste. Et là, tu vas au poste de police, tu portes plainte pour racisme, propos racistes sur la voie publique. Basé. Non, mais. Non, c'est ça, ouais, un super axe rhétorique pour débunker ça, c'est ça, ouais, c'est de dire. Parce que souvent, moi, je vois souvent l'extrême droite mettre une stat de dire X% des crimes sont commis par des étrangers. Et oui, les étrangers sont sans doute surreprésentés dans les auteurs de crimes ou de délits ou de choses comme ça. D'accord, très bien. Et juste, c'est super. Quand vous entendez l'extrême droite ou la Ou dans droite les dire ça, condamnations, hein. Attends, parce qu'il y a un autre. oui, il y a les biais. condamnations, ouais. Mais je pars du Ouais, principe vas-y. même qu'ils font plus de crimes et tout. Ouais. Juste dans la situation actuelle en France, pas intrinsèquement, hein, empiriquement aujourd'hui. Le truc super rhétoriquement, c'est juste de leur demander pourquoi en fait. Ah ouais, ils font plus de crimes, pourquoi? Parce qu'il y a Et là, un tas de gens tourner autour progressistes du qui pot, sont hein. pas prêts à répondre à la droite ou l'extrême droite sur l'immigration. Et dès qu'ils entendent une stat comme ça, ils ont une sorte de réaction. Soit ils s'enfuient en courant, soit ils Soit ils disent nient des faits, ils nient des ce que faits vous aussi, des fois. insinuez est horrible Ouais. et je dénonce les insinuations que vous faites. Juste faites pas ça, les gens. Juste vous leur. Ah bon, d'accord, très bien, c'est ok. Ces données semblent factuelles, en effet. À votre avis, pourquoi? Et là, c'est terminé parce que la personne doit forcément, comme tu as dit, la personne doit forcément soit dire que c'est à cause de conditions socio-économiques, soit dire que c'est littéralement essentiel à ce qu'est la personne, soit à son ethnie, à son identité, à sa race sociale, à sa nationalité ou des choses comme ça. Et c'est là, c'est à partir du moment où la personne, si jamais elle fait le choix de dire ça, après si vous êtes dans un débat public contre quelqu'un à la télé ou entre influenceurs dans un contexte comme ça, la personne ne pourra jamais admettre premier degré du racisme parce que c'est illégal, ou alors elle se ferait condamner au tribunal. Bon, de toute façon, Zemmour est condamné régulièrement pour ça, par exemple. Donc bon. Mais ouais, demandez-lui pourquoi, à votre avis, les stats sont ce qu'elles sont, et vous verrez que très rapidement, la droite qui dit des choses comme ça vont pas pouvoir défendre. Et c'est toujours utile aussi, globalement, juste parce que souvent, ils vont adorer parler de certaines statistiques, de chiffres et tout. C'est bien d'avoir étudié vous-même les statistiques et de les avoir en tête. Genre, par exemple, les différentes définitions entre immigrés, étrangers, issus de l'immigration. C'est vraiment le pire terme de tous les temps, hein, issu de l'immigration. Tout le monde est issu de l'immigration si tu remontes assez loin dans la famille, parce que les humains se sont toujours déplacés sur Terre. Donc ça, c'est très très gênant. Mais ouais, attends, j'essaie de retrouver combien de personnes arrivent sur le territoire. Rappelez aussi que la France accueille beaucoup moins d'immigration qu'un tas de pays. Ouais, ça, c'est pas une super stat, en vrai. Non, parce que souvent ils vont dire il y a une subversion, il y a comment on dit? On est submergé d'immigrés. Et ils vont dire la France, et ils vont essayer de faire croire que c'est un truc particulier à la France d'avoir de l'immigration, et vous pouvez, bon, bref. En fait, en fonction de ce que la personne va vous répondre, il y aura diverses stratégies et diverses statistiques à connaître, à savoir, à donner pour débunker, quoi. La droite là-dessus. Et aussi, super de rappeler que l'immigration a un impact positif sur l'économie française. Selon toutes les études économiques qu'on a sur les 50 dernières années en France, l'immigration a été un impact positif pour l'économie française, pour des raisons facilement compréhensibles. Par exemple, quand il y a des gens qui sont majeurs, qui immigrent en France, leurs premières années de leur vie,
quand ils sont enfants, quand ils sont dépendants de leur famille, de la société, quand ils sont à l'école, donc ils doivent être éduqués avec de l'argent public, des situations comme ça. Ces années-là ont été, enfin ces dépenses-là de l'État et de la société ont été faites à l'étranger et non pas en France. Donc s'ils sont adultes et ils arrivent, ils sont formés, éduqués, ils sont majeurs, etc. Et ils travaillent en France. Ils vont rapporter techniquement, ils vont travailler, donc ça c'est bien pour la société. Ils vont dépenser de l'argent, forcément, ils vont acheter la nourriture, ils vont payer un loyer, ils vont payer des biens et des services, etc. Donc ils contribuent à l'économie. Mais il n'y a pas eu ces dépenses socialisées initiales et donc à dépenser par le pays. Et donc, ça rapporte, ces situations-là, ces cas-là d'immigration ont un impact positif économiquement pour la France. En fait, ce qui est fou, c'est que la droite reconnaît régulièrement que le brain drain, la fuite de gens éduqués, élevés en France, etc., dans des pays avec des meilleures opportunités économiques, c'est négatif pour la France et c'est positif pour le pays d'accueil. Mais quand c'est vice-versa et quand c'est la France qui accueille des gens, là, ils vont être contre ça, ou dire qu'ils veulent les emplois, ou dire que là, on est au bord de l'effondrement, on accueille toute la misère du monde, ça va faire effondrer le pays, on peut pas tenir, machin. La réalité, c'est l'inverse. La réalité, c'est que ça a un impact positif. Donc, retrouver les études qui montrent les impacts positifs là-dessus, c'est pas dur à trouver. Je vous mets le lien dans le chat d'un super site qui s'appelle desinfoxmigration.fr, un site fait par des chercheurs sur le sujet, qui a énormément de statistiques, de données, de debunk de l'extrême droite sur l'immigration. Super utile. N'hésitez pas à passer une petite demi-heure à juste lire tranquillement. Vous aurez plein d'outils. On passe à la question suivante? Ouais. Est-ce qu'il y a une question suivante? Oui. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, hein. Mais effectivement, il y a une nouvelle question. Merci pour votre soutien. Ça fait plaisir. Question ouverte. Que pensez-vous des stages d'alternance, d'apprentissage, des formations en alternance? Comment mieux entrer sur le marché du travail dans de bonnes conditions? Alors, les stages d'alternance, d'apprentissage, moi je peux vous parler des stages. J'aurais plein de choses à dire sur les stages en général. L'alternance, je connais beaucoup moins. Moi, je vais parler vraiment dans la société, le concept d'alternance. Ouais. Personnellement, je pense qu'il faudrait... Parce que c'est quelque chose... Ils ont essayé vraiment de le faire avancer récemment, massivement, le concept d'alternance, parce que ça permet un peu de tricher sur les chiffres du chômage, hein, on va pas se mentir. De fou. En finançant, juste en donnant de l'argent aux entreprises pour qu'ils embauchent des gens jusqu'à ce qu'ils aient fini leur formation. Puis après, parce qu'une fois qu'ils ont fini leur formation, c'est de leur faute qu'ils trouvent pas de job, tu vois. Parce qu'ils ont trouvé une alternance quand ils étaient dans leur schéma d'études. Donc si après ils sont pas repris, c'est de leur faute, tu vois, parce qu'ils sont pas bons. Alors que non, la réalité c'est qu'en fait c'était subventionné et c'était pas payé cher pendant que tu étais en alternance. Une fois que t'es plus dans l'alternance, en fait, maintenant on doit te payer complètement. Et du coup maintenant on te reprend pas ou alors on te reprend peu. Et du coup, le chômage augmente et c'est ta faute par contre, tu vois. On peut dire que c'est de ta faute. Ça nous permet de dire c'est toi qui n'as pas trouvé un emploi. Alors que non, c'est juste que l'emploi n'existe pas. L'emploi était fictif complètement puisque on avait subventionné ce poste-là. Mmh. Juste du coup, moi je pense que à l'échelle de la société, il va falloir complètement se débarrasser du chômage comme concept, hein. Il faut vraiment renverser complètement la balance au niveau du comment ça s'appelle? Du bras de fer qu'on a actuellement, le bras de fer qu'on a actuellement entre les employeurs et les employés, qui est que aujourd'hui les employeurs sont dans une situation incroyable de prédation où on a des millions de personnes au chômage et qui permet du coup aux employeurs de sélectionner, de refuser des employés peu qualifiés, de refuser des employés en formation ou non formés. Et du coup, on est obligé de... tu vois, les écoles et tout sont obligés de proposer des formations en alternance pour proposer une expérience à quelqu'un qui n'aurait jamais eu d'expérience professionnelle dans le cas contraire, puisque personne, dans un cas de figure où tu as un tel chômage,
n'aurait décidé volontairement d'employer quelqu'un au SMIC que tu dois en plus former, tu vois. Ouais. Donc si tu renverses la balance sur le bras de fer du chômage, et c'est très très simple à faire, puisqu'il suffit de mettre la retraite à 58 ans et de faire des semaines de 32 heures à 4 jours par semaine, hein. Tout ça, on peut le faire en fait, hein. Tout ce que je viens de dire, on Ouais, peut le faire. on peut le faire du jour au lendemain, faut On peut le juste faire faire du une jour au loi. lendemain. Et si tu fais ces deux lois, on a le plein emploi dans le pays. Officiellement, ça y est, on est au plein emploi dans le pays, actuellement. Let's go. Non seulement on est au plein emploi, mais en plus, il y a moins d'embouteillages sur les routes, etc. Puisqu'on a divisé par 5 les trajets. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Enfin, non, pas divisé par 5. On a enlevé un cinquième des trajets. Désolé, là, c'est un peu violent, divisé par 5. Une fois qu'on a le plein emploi, est-ce qu'on aurait encore besoin des formations par alternance? Est-ce qu'on pourrait pas juste avoir des gens qui ont fait des formations assez élevées et qui ensuite n'ont pas besoin que l'État fasse le travail des entreprises, et en fait les entreprises paieraient directement pour embaucher des gens qui ne sont pas du tout formés, qui ont juste un niveau bac ou un niveau brevet. Enfin non, tu dois au moins avoir 16 ans quand même pour sortir de l'école, et ils paieraient en fait eux-mêmes parce qu'il y aurait tellement peu de personnes qui seraient disponibles qu'ils seraient avides de de ces nouvelles personnes qui rentrent sur le marché. Ils seraient en mode waouh, vite je le prends avant qu'il ait des diplômes, avant qu'il ait une formation, parce que du coup il va me coûter moins cher et moi je vais le former, moi je vais investir dans cet employé, parce qu'une fois que j'ai investi dedans et que je l'ai embauché à un bas salaire, j'ai du coup un employé qualifié que je devrais, cela dit, intéresser tout au long de sa carrière, parce que sinon il va juste se casser en fait, hein. Ouais. Alors que j'ai un énorme investissement dans ce salarié. C'est moi qui l'ai formé, donc j'ai pas envie de le perdre. Donc je vais devoir augmenter, je vais devoir lui donner des augmentations chaque année, lui proposer un meilleur poste. Aussi, je vais devoir continuer à le former tout au long de sa carrière, parce que sinon, je perds quelqu'un qui a une énorme connaissance spécifiquement dans mon entreprise, qui va être très difficile à retrouver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de la société? C'est que, premièrement, on n'a pas des formations. Je suis désolé, hein, mais il y a beaucoup de formations qui sont très spécifiques pour des métiers donnés. Et une fois que tu es en entreprise, le formateur lui-même de ton stage en alternance, de ta formation d'alternance, te demande. Moi, j'ai Ouais. des anecdotes comme ça dans l'imprimerie, des choses comme ça. Ils te demandent, oublie tout ce qu'on t'a appris parce que c'est des gens qui sont dans des bureaux. Ici, ça se passe pas comme ça. On a déjà changé de machine, on a changé les processus. Il y aura toujours un retard de la formation par rapport aux vraies pratiques dans l'entreprise, ouais. Alors, peut-être il y a des formations qui sont super, hein, je nie pas ça. Je dis juste que dans la plupart des cas, vous serez dans une entreprise qui payera votre formation spécifiquement pour le job que vous aurez. Il y a de fortes chances, du coup, que vous soyez formé, vous soyez beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement par rapport au fait de faire 3 ans d'études puis 2 ans où tu es nul dans ton job, tu vois. Ouais. Là, peut-être en 2 ans, du coup, tu seras formé spécifiquement pour ce job-là et tu seras bon. Et voilà, et les gens se ressentiront beaucoup mieux puisqu'ils pourront quitter leur job, et quitter leur job, ce sera vraiment une vraie menace. Ce sera une vraie menace, ce sera pas juste, bah, tu qu'à quitter ton job. L'État forme pour moi des gens et me propose de me les payer pour qu'ils viennent dans ma boîte. Ouais. Voilà, ça c'est mon avis sur l'alternance. Pour moi, l'alternance devrait. La formation professionnelle, ça peut avoir des gros intérêts. Par contre, les formations par alternance, pour moi, ça devrait déjà être payé par l'employeur qui devrait lui-même former les personnes. Donc, Et à mon avis, les mon stages avis. que tu dois faire pendant les études supérieures, les stages en entreprise, à mon avis, on peut peut-être les supprimer complètement, hein. Alors, je sais pas, parce que quand tu regardes le stage, il y a un stage en troisième, par exemple. Ce stage-là, vu que tu es tellement petit, Ouais. personne va oser te faire des jobs. Et là, c'est vraiment des stages intéressants qui te font découvrir des milieux et tout. Moi, je pense que si on doit garder les stages, il doit y avoir une instance facilement joignable par le stagiaire pour instantanément mettre un énorme procès sur le dos de la boîte. Heu, si Ouais. jamais elle respecte pas les conditions d'un stage, c'est-à-dire, je vous rappelle les conditions d'un stage, hein, vous n'êtes pas censé faire le travail d'un salarié. Vous n'êtes pas censé fournir le travail d'un salarié. Si Si vous n'étiez pas l'entreprise là, la aurait boîte pu devrait embaucher fonctionner. quelqu'un pour remplir ce job-là, elle n'a pas le droit de prendre un stagiaire pour remplacer un salarié. C'est contraire à la loi. C'est pas Et légal, en fait. énormément d'entreprises le font.
Aussi, il y a des limites sur le nombre de stagiaires par rapport à la taille de l'entreprise. Par exemple, entreprise de moins de 25 salariés ne peut pas avoir plus de 3 stagiaires. Il y en a qui ont au calme 6 stagiaires, j'en connais personnellement. Il y a Donc, les ouais. horaires sont pas respectés. Enfin bref, il y a énormément d'exploitation, de violation des contrats de stage. Donc peut-être que si on devait garder les stages, peut-être qu'il faudrait par exemple donner un quota de stagiaires. En fait, les entreprises profitent du fait que, que les gens sont jeunes et que c'est leur première expérience professionnelle et de la naïveté, etc., pour essayer de Ouais, bien gratter sûr. le plus de travail possible et d'exploiter. C'est un désastre actuellement. Mais du coup, il faudrait un quota de stagiaires aussi, où si du coup tu rends les stagiaires pas utiles, parce qu'aujourd'hui il y a une utilité des stagiaires qui sont juste exploités. Mais si tu crées une instance où l'élève peut juste se plaindre, et si jamais c'est prouvé que les conditions n'étaient pas respectées, premièrement le stage est validé, Ouais. hein. Ça c'est la première condition, parce que là le gros souci c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens, bah, il y a par exemple des des personnes qui subissent des violences sexistes et sexuelles pendant des stages Ouais. et ils n'en disent rien parce que c'est leur année d'études entière qui est en jeu. Bah oui, ils ont besoin de valider le stage en fait. Et c'est leur maître de Donc stage. Si c'est leur maître de stage dans la boîte qui est auteur ouais, c'est des ça. VSS. C'est marrant, Donc hein? du coup, pour moi, si tu fais recours par rapport à un stage où les conditions sont pas respectées, ton stage devrait être validé, hein, ou tu vois, on devrait pas te dire: «Non, non, vous devez refaire votre année» ou quoi. Et deuxièmement, dans ce cas-là, ce serait plus intéressant pour les entreprises de prendre des stagiaires et du coup, vu qu'on demande au stagiaire de trouver lui-même son stage, ce serait horrible comme situation. Donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être, imposer un quota où tu es obligé de recevoir des gens dans ton entreprise pour les former, pour les accepter en stage. Et du coup, ce serait un quota peut-être qui serait par rapport à ton revenu. C'est-à-dire, on va pas imposer c'est une charge, hein, un stagiaire normalement, hein. Donc on va pas imposer une charge sur une entreprise qui n'est pas rentable, par exemple. On va préférer forcer des entreprises qui sont hyper rentables de scoltiner des stagiaires, qui vont suivre tous les exécutifs de la boîte, genre. Ouais, ouais, Mais je dis c'est une charge sur le court terme. Parce que normalement, si les entreprises étaient intelligentes, elles comprendraient que c'est dans leur intérêt de recevoir des stagiaires pour leur faire découvrir le merveilleux monde du travail, pour qu'ils aient envie de venir travailler dans leur boîte. Mais Moi, ça, encore attends, une fois, attends, c'est moi, possible. il faut que je te raconte une anecdote Mais encore une fois, c'est possible uniquement si de stage. on enlève le chômage, tu vois. Si on reprend le rapport de force avec les entreprises, les employeurs. Vas-y. J'arrive, je crois que c'était mon deuxième stage en études supérieures. J'arrive dans l'entreprise, on me présente les collègues et tout, ça se passe bien, hein, plutôt bonne ambiance, normal. Je découvre le bureau, ok, tout va bien. Je lis le règlement intérieur. Et donc, dans la convention de stage, il y a écrit que je dois faire 35 heures. Dans le règlement intérieur, il y a écrit que je dois faire 40 heures. Si je regarde les horaires notés, parce qu'en en plus, c'est l'entreprise d'informatique, mais ils te forçaient à être sur place à des horaires fixes, tu vois. Déjà, c'est assez particulier. Dans les pratiques, dans l'informatique, c'est pas vraiment la norme. Enfin, quoique en France, c'est encore trop présent. Les gens sont très conservateurs là-dessus dans le monde de l'entreprise. Mais donc, horaire fixe, pause déjeuner à une heure fixe et tout. C'était, tu sais, genre, ils copient le fonctionnement d'une usine au 3-8, mais pour une start-up tech. Bon, ça n'a aucun sens, mais d'accord. Pourquoi pas. Ils font ça, je lis les règlements et je vois qu'en fait, si je fais le total des heures à laquelle je dois être là, ça fait 40 heures, tu vois. Donc, je me dis, bon, je vais aller demander à mon maître de stage. Je vais lui poser une question. Est-ce que je dois respecter ces horaires-là ou les horaires sur la convention de stage que vous avez signée? Lui-même a signé la convention, d'accord? Donc, à la pause du midi, j'attends qu'il soit en train de se prendre un café et tout. Il est un peu à part. Je vais le voir et je lui dis ça. Et en plus, on voit qu'il veut faire le manager toxique qui va essayer de t'inciter à rester longtemps et tout, mais on dirait qu'il avait un peu honte de lui-même parce que il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux en me parlant. Après que je lui dise ça, il était un peu tourné, genre il était un peu à l'écart et tout, c'était trop bizarre comme interaction. Mais il commence à me dire non mais t'es jeune, tu sais que là tu débutes dans le monde du travail, tu sais que
dans quelques années, tu auras une femme, des enfants, là, tu n'auras pas le temps de travailler. C'est pendant tes années maintenant qu'il faut te dépasser et faire beaucoup d'heures au travail et rester plus longtemps si tu veux que je reste aussi tard avec toi pour te former et tout. Là, je suis là, genre, non, mais attends, on va se calmer tout de suite. Genre, je veux juste savoir, genre, quels horaires je dois respecter, pourquoi est-ce qu'il y a un problème, il y a une différence dans les chiffres. Et là, il me regarde. Enfin, non, il me regarde même pas. Parce qu'il m'a pas regardé. Il m'a pas regardé dans les yeux pendant toute cette interaction. Hein. Mais il se tourne un peu plus vers moi. Il baisse le ton de sa voix et il dit après, si vraiment t'as un problème et les horaires te conviennent pas et tout, peut-être que tu pourrais trouver un autre stage. Tu pourrais commencer à chercher un autre stage. Et j'étais là, genre, attends, il est littéralement en train de me dire, tu vas pas pouvoir faire le stage si tu remets en question le fait que tu dois rester 40 heures. Mais j'ai résisté, hein. Je lui ai répondu non, je vais pas trouver un autre stage. Et j'ai juste fait 35 heures. C'était incroyable. Hein. Première semaine, genre au bout de quelques jours. Et je suis sûr que les gens qui écoutent le podcast ont eu des expériences personnellement encore pires que ça parce que c'est un peu le niveau zéro de la toxicité en entreprise, hein, on va pas se mentir. Mais ouais. Est-ce que toi, t'as des anecdotes de stage? Est-ce que j'ai envie de partager mes anecdotes de stage maintenant? Moi, j'ai partagé, mais t'es pas obligé. Je vais pas te forcer, pas de pression. Aïe. Bon. Moi, j'ai vu certains de mes supérieurs pleurer. Merde. Dans des one-to-one. Aïe. Avec moi. Genre, j'étais là en mode, c'est moi le stagiaire, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Bref, je vais pas. Ok. On va pas s'éterniser là-dessus, mais bonne question sur les stages, les alternances et tout. J'espère qu'on a bien répondu. Ouais, j'espère que c'était pas une question, genre, dans la société actuelle, quelles sont vos idées pour mieux entrer sur le marché du travail dans de bonnes conditions? Parce que là, c'était plus des réponses pour la société et pas vraiment comment est-ce qu'on fait individuellement, parce que individuellement, j'en ai aucune idée, les gens. Oui, Voilà, si je vous c'est le une dis, question sur les on problèmes est sur, systémiques, encore une fois. 10 millions de chômeurs, 300 000 emplois disponibles. En fait, Quelle est la meilleure manière de rentrer sur le monde du travail? C'est bonne chance. En fait, le truc qui aura le plus d'impact positif sur le marché du travail, ça sera le fait que les gens aient accès à un logement gratuit et des logements moins chers avec le bail acquisitif, puissent avoir de la nourriture moins chère, voire gratuite aux cantines publiques. Plein emploi. Le plein emploi, tous ces trucs-là vont avoir un tel impact massif sur le rapport de force entre les travailleurs et les employeurs que ça va créer une révolution dans les conditions de travail, une révolution dans les pratiques du marché du travail, etc., parce que les salariés, les gens, en fait, auront des leviers de fou pour refuser des emplois et n'auront pas la pression complètement dingue aujourd'hui de devoir prendre un emploi pour survivre, de devoir prendre un emploi pour avoir un certain niveau de vie, et donc d'obéir à l'employeur, quoi, même avec les pires conditions, même, etc. C'est vraiment le truc. On peut se défendre dans la société actuelle. Hein. Il y a des syndicats, il y a le code du travail, il y a plein de moyens et je vous encourage à les saisir. À chaque fois que vous pouvez, vous faites un service pour vous et pour toute la classe prolétaire en faisant ça. Mais les problèmes vont rester, d'accord? On est en train de se battre contre une avalanche. Et en fait, il faut stopper l'écoulement de la neige. J'ai tenté une analogie, je sais pas si c'était passé. Mais non, c'est mieux de dire on se bat contre un fleuve, alors qu'en fait, il suffit de faire un barrage pour plus qu'il y ait une avalanche de violation du code du travail qui nous pleuve dessus à longueur de journée. Juste rappelez-vous quand même de vous, quand on vous a dit de faire des stages, si jamais on vous a dit de faire un stage, rappelez-vous quand même que c'est l'entrée sur le monde du travail et quelle préparation vous avez à ça? Juste rendez-vous bien compte. Quel est l'environnement qu'on vous propose pour entrer sur le monde du travail en faisant un stage? Vous devez trouver le stage. Personne vient vous chercher pour le stage. Personne vient vous dire on vous veut en stage. Non, vous devez quémander un stage. Ouais. Quand vous arrivez,
Vous avez aucune Oui, préparation ça au stage. t'entraîne à être dans la position de quelqu'un qui quémande un emploi. Vous avez, Ouais. vous avez aucune préparation au stage. Vous êtes reçu par quelqu'un qui va être tout de suite votre supérieur, qui va lui-même décider si oui ou non vous aurez votre stage, vous aurez validé votre stage. Vous devrez obéir à tout ce que cette personne dit. Et c'est lui qui vous explique les conditions de votre travail. C'est lui qui vous explique à quelle heure vous devez arriver. C'est lui qui vous explique quelles seront vos tâches, quels seront vos devoirs. Et à la fin de tout ça, vous serez payé. Vous ne serez pas payé si c'est moins de 2 mois. Plus de 2 mois, vous serez payé au minimum 500 euros. Ouais, il y en a plein qui Tout sont ça payés au dans un. minimum. Hein. Je connais tellement Alors de que, gens, je connais tellement de stagiaires qui ont été payés le minimum ouais, légal, juste. Ah, c'est incroyable. c'est quand, pour vous introduire dans le monde du travail, c'est quand qu'on vous parle de vos droits en tant que salarié. C'est quand vous avez une formation avec quelqu'un qui vous dit attention, vous allez arriver dans une entreprise dans laquelle leur but c'est de gagner de l'argent. Vous, votre but c'est techniquement de faire ce travail-là et de ne pas être exploité outre mesure. Voici vos droits. Vous avez le droit à 35 heures à ne pas faire plus de 35 heures. Vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. C'est quand que tu rencontres le responsable syndical de l'entreprise. C'est à quel moment que pendant le stage, il t'explique quels sont tes droits syndicaux, à quelle assemblée tu dois te rendre. Ça n'a jamais lieu dans le stage. Qu'est-ce Ok, qu'on vous allez, je apprend veux bien à être garder un les larbin? stages, mais la règle c'est tu peux que faire des stages dans des coopératives. Voilà, comme ça c'est réglé. Si t'as pas le droit de prendre de stagiaire, si t'es une entreprise, si t'es pas une entreprise gérée démocratiquement par les travailleurs et détenue par les travailleurs. Voilà, je pense que c'est un bon départ. Voilà, pour autoriser quand même certains stages, pourquoi pas, mais pour moi, il faut que ça soit une scope, une coopérative. Let's go. Bon, bah c'est bien, on a bien répondu. Je pense qu'il y a... Alors, n'hésitez pas à refaire des questions, les gens, mais je pense que on est au bout des questions posées pour l'instant. Alors, en attendant de voir s'il y a d'autres questions qui sont posées, hein, je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes. On s'est donné du mal, mais c'est pas trop écouté sur les plateformes. Ouais, sur Donc, Spotify, les gens. n'hésitez pas à le conseiller à des gens. Si vous voyez que la personne, elle a un lecteur de podcast ou qu'elle vous parle de podcast, n'hésitez pas à lui dire ah mais vous savez que il y en a un qui est disponible, ça s'appelle le Rendez-nous. Bon, c'est dur à chercher, donc vous pouvez vous rendre directement sur le site lerendez-nous.fr. Vous pouvez dire à la personne d'aller sur lerendez-nous.fr et là il y a tous les liens qui sont disponibles pour toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Podcast, YouTube, Pocket Cast, Amazon. En plus, c'est un très très beau site. Allez dessus juste pour admirer le design et l'agencement incroyable de ce site. En plus, Bravo. c'est un très très beau site. De la même manière, les épisodes sont publiés sur une chaîne YouTube dédiée. Et Donc, oui. si vous aimez le voir en différé, mais que c'est hyper compréhensible, vous aimez pas la VOD de Twitch, n'hésitez pas à vous rendre sur cette chaîne, vous abonner à cette chaîne, mettre des commentaires parce qu'on lit les commentaires sur cette chaîne. Si vous avez des retours à faire sur le podcast, vous pouvez faire des commentaires soit sur la chaîne du Rendez-nous sur YouTube, soit sur Spotify aussi. Je lis tous les commentaires. D'ailleurs, merci, un énorme merci aux gens qui laissent des commentaires et des ratings 5 étoiles sur Spotify. Ouais, trop cool. On espère L'élite. qu'un jour ça nous permettra, parce que en fait, c'est ça que vous comprenez pas. Si vous faites assez de réactions sur Spotify, si vous faites assez d'écoutes, si vous faites assez de likes, un jour Spotify, juste l'algorithme par défaut va nous recommander à des inconnus complets. Et ça serait juste incroyable que des gens nous découvrent via Spotify parce que du coup ça permettrait d'apporter un peu de fraîcheur par rapport à juste des podcasts sur... bon, je vais pas attaquer des podcasts parce que je sais qu'il y a des gens au sein même de ce public qui écoutent ce genre de podcast, mais je pense qu'on a bien besoin de parler de plein de tous les sujets dont on parle sur l'univers des podcasts. Hein. Tout ça Il y a pour un dire peu qu'il n'y un a univers. pas masse de podcasts aussi incroyables et positifs politiquement que ce podcast. Voilà, je n'en dirai pas plus. On va Voilà. pas attaquer des gens. Ok. Et sur YouTube aussi, donc vous pouvez faire des likes et des commentaires. Voilà, j'ai fait la petite promo. Est-ce que pendant ce temps-là, quelqu'un a fait Une dernière petite question? une dernière question? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais c'est pas grave. Si vous êtes en train de le faire, vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer de le faire Oui, et on y répondra dans le prochain segment questions-réponses. Merci à tous d'avoir c'était trop bien. écouté l'épisode de cette semaine. Merci à vous et rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine. Ciao. Et ta chaise, tu peux t'asseoir dessus. Hein.
Parfait. Merci.